Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de nous rejoindre pour le live avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Marie, merci beaucoup de m'accueillir. Maintenant, on est ravis. Merci à toi de nous accorder 30 minutes de ton temps pour présenter ton métier d'ergonome. Le chat est participatif, donc n'hésitez pas tous à poser vos questions au fur et à mesure de ce live et aussi à nous dire d'où vous nous écoutez. C'est toujours chouette de savoir est-ce que vous êtes à Mhm. Paris ou ailleurs. Euh, pour commencer, Romain, est-ce que tu peux nous dire un peu dans les grandes lignes ton parcours et comment tu es arrivé au poste que tu occupes aujourd'hui? Actuellement, déjà, je suis en freelance, je suis à mon compte. Et pour faire un peu mon parcours, j'ai fait un bac S, une licence éducation motricité. À la base, je voulais partir dans peut-être l'enseignement autour du sport, etc. J'étais pas sûr. Ce que je savais, c'est que j'aimais bien les sciences et j'aimais bien tout ce qui était autour du corps. Donc, je suis parti en STAPS. J'ai fait une licence éducation motricité parce que je faisais de l'animation à côté et j'adorais tout ce qui était pédagogie, transmission. Par contre, je me suis très vite rendu compte que l'éducation nationale et le moule, le même pour tout le monde, ça me convenait pas trop. Je pense que, chance, ça, vous pouvez le comprendre assez facilement. Donc, je me suis un peu éloigné de l'éducation nationale et là, il y a le master ergonomie qui m'a fait de l'œil. Parce que je le regardais déjà du coin de l'œil depuis la L1 et aux alentours du L2, L3, j'ai commencé à vraiment m'intéresser. J'ai fini ma licence et derrière, j'ai rejoint le master. Ok, Donc, c'est un master STAPS axé vraiment sur l'ergonomie et la motricité. Donc, avec une approche très TMS, donc trouble musculo-squelettique, pour ceux qui n'ont pas l'acronyme. ah, Mais en s'intéressant vraiment à tout le reste, donc en apprend beaucoup plus de psychologie, de sociologie, d'ethnologie par rapport à un cursus STAPS classique, on va dire. génial, passionnant. Après, j'ai fait Ouais. la deuxième année de master était en alternance. Là, j'ai fait 5 ans dans un cabinet sur Paris. Et depuis aujourd'hui, c'est la date anniversaire, ça fait un an. Ça fait un an que je me suis lancé tout seul. Génial. Comme ça, tu vas pouvoir nous parler des deux métiers différents que c'est quand tu es salarié ou quand tu es à ton compte. Et pour comprendre, le métier d'ergonome, donc chez Chance, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont arrivés dans ce live, on est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour aider chacun à trouver sa voie professionnelle ou à redonner du sens dans son métier. Et on dit que le travail, il y a quatre piliers. Donc, on pourra voir les quatre avec toi. Il y a le premier qui est le métier, c'est-à-dire tes missions. Ensuite, il y a la finalité, quel sens tu y trouves. Ensuite, il y a l'environnement. Donc là, c'est chouette parce que tu vas pouvoir nous dire c'est quoi ergonome dans une boîte et ergonome à son compte, parce que c'est pas du tout les mêmes environnements de travail. Et enfin, il y a les impératifs, notamment le salaire, qui est une question que tout le monde se pose quand il est question de travailler. Si on commence par le métier, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les grandes missions d'un ergonome, tes tâches, une journée type? Compliqué. Ça, D'essayer en tout cas de c'est résumer. une approche Ikigai en fait. Euh, Ok, euh, je sais pas si tu veux que je décrive d'abord c'est quoi l'ergonomie, parce que vas-y. c'est vague. L'ergonomie, c'est vraiment une discipline au cœur de plein d'autres sciences. C'est au cœur, on va dire, de la physiologie, de la biomécanique, de l'anatomie, pour comprendre le corps, de la psychologie, pour comprendre la tête, de la sociologie, pour comprendre les têtes entre elles, et de l'ethnologie, pour comprendre les têtes entre elles en fonction d'où elles sont. Alors, Et après, c'est rajouter les sciences de l'ingénieur, la compréhension des ambiances, lumineuses, thermiques, sonores, comment ça va impacter aussi l'humain. Et le but de l'ergonomie, c'est de comprendre du coup qu'est-ce qui va t'impacter dans ton métier. Demain, si Chance m'appelle pour dire il faut faire l'analyse de poste de Marine, mm, euh, je vais pas regarder juste le cliché, la posture. ouais, Je vais regarder qu'est-ce qui va t'impacter au niveau physique, bien sûr, mais je vais regarder je donc pense facile.
la- je vais regarder l'aménagement, machin, etc. Mais pas que, puisque ça, en fait, c'est à relier à une fréquence. Donc, je vais regarder ce que tu dois faire dans la journée. Est-ce que tu as de la pression? Parce que le stress va avoir un rôle au niveau du corps. Mm. Est-ce que tu t'insères dans un flux? Donc, il y a qui avant, il y a qui après. Ils viennent d'où ces gens-là? Ils font quoi après? Est-ce Mm. que tu utilises du matériel? Ce matériel, il vient d'où? Il va où? Est-ce que est-ce que, je sais pas moi, tu es soumise à des ambiances spéciales? Est-ce que tu travailles dans un frigo toute la journée à manutentionner des palettes de yaourt? Comme ça peut arriver chez Danone, par exemple, les Ouais. balades. Tu- Si tu bosses dans un environnement où il fait 6 degrés toute la journée, forcément, le corps, il réagit pas pareil. Ou sur un aéroport avec le bruit, etc., etc. Enfin, en fait, il faut comprendre tout l'environnement, c'est une approche systémique. Tout le système, c'est comme une toile d'araignée où si tu tires sur un fil, bah, ça agit sur plein d'autres. Mm. Et le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on peut modifier, sur quoi on peut jouer, pour comprendre vraiment comment ça va jouer sur tous les éléments du système, et pour améliorer et la santé et la productivité. Super, c'est passionnant. Et dans ta boîte précédente, avant que tu te lances à ton compte, c'est quel type de clients qui font appel à vous? Ça va de tout. Si j'ai un exemple rigolo cette année, parce que en fait, je fais la même chose que ce que je faisais dans mon ancien cabinet, parce que j'étais aussi dans du consulting. Sauf que cette fois, bah, c'est un peu plus varié. Et j'ai fait un petit café associatif il y a 2 mois, comme Amazon. Donc, Ok. c'est des clients totalement différents, avec des missions totalement différentes. Souvent, on va pas se le cacher, c'est de l'industrie. Oui. L'industrie, pour tout ce qui est prévention des risques, etc. Mm. Mais le jour, j'ai bossé avec une petite boîte qui fait de la réparation de pales d'éoliennes. Parce que justement, ils ont une grosse saisonnalité et ils veulent comprendre ce qu'ils peuvent faire de plus. En gros, ils travaillent comme des fous pendant 6 mois et après ils s'ennuient comme des fous pendant 6 mois. Et Ouais. donc, moi, j'ai été faire de la recherche utilisateur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'attendent ces clients? Qu'attendent les intervenants? Qu'attendent les responsables de sites d'exploitation d'éoliennes? Qu'attendent les investisseurs éoliens? Qu'attendent les mecs qui font la maintenance des éoliennes? D'à chaque fois de ce prestataire pour en fait faire une carte des attentes de tout le secteur. Et tu te rends compte qu'en fait, en interviewant tout le temps, il y a un trou sur un point précis. Et ben, les gars, vous pouvez faire ça pendant 6 mois, ça vous occupera largement. Et ça demande de s'intéresser au métier. En fait, être ergonome, c'est être curieux. Parce que tu vas tout le temps t'intéresser à tout le monde tout le temps. Ouais, j'adore. Tu y vas et tu enquêtes, quoi, tu observes. C'est exactement ça, c'est de l'enquête. Quand on m'a demandé ce matin si tu étais un personnage de dessin animé, tu serais où? J'ai dit bah, Sherlock Holmes. Enfin, Ouais. c'est pas vraiment dessin animé, mais Ouais, de fiction. ça m'a fait penser à ça quand je t'écoute. Et en termes de... Donc ça, c'était le pilier métier. Si vous avez d'autres questions dans le chat plus précises sur le métier, n'hésitez pas à les taper. Je vois que ça commence à taper. Sur le pilier finalité, toi, c'est quoi le sens que tu trouves dans ce métier? Pourquoi il résonne pour toi? Pourquoi tu t'y accomplis? Euh, Ça résonne pour moi parce que ça a beaucoup de sens avec mes valeurs. Ça a beaucoup dans l'écoute, dans la transmission. Enfin, dans l'écoute et dans la transmission, pas dans cet ordre-là. Euh, Parce que la règle numéro un, c'est d'arriver sur le terrain et de ne rien savoir. Je suis une feuille blanche. Je dois pas avoir d'a priori. C'est pas moi l'expert. Celui qui est l'expert, c'est celui qui est sur le terrain, qui bosse là toute la journée. Moi, je suis là pour essayer de refaire toute sa carte, tout son environnement, pour comprendre et vraiment l'accompagner au mieux et l'aider au mieux de ce que je comprends de son activité et des contraintes de son activité. Ça a beaucoup de sens parce que généralement, quand on m'appelle, c'est qu'il y a un besoin et que si je réussis bien ma mission, jusqu'à là, je continue à toucher du bois, ça se passe bien, bah, la personne, après mon passage, elle va beaucoup mieux. Soit parce qu'il y avait une dissonance, soit parce qu'on a fait un aménagement de poste, soit parce que je lui ai permis de mettre le doigt sur quelque chose qu'elle n'arrivait pas trop à saisir. Euh, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret. Si, bah si, j'ai fait une mission il y a 2 semaines chez Chanel. Ok, Dans les laboratoires où ils font de la recherche et développement sur les futurs parfums qui vont sortir. ok. Bah, en fait, c'est de la recherche, donc c'est plein de petites laborantines qui font des mélanges toute la journée, des tests, machin, elles testent le maquillage, c'est pas bien, c'est pas assez rouge, on recommence, etc. Sauf que
c'est un boulot artisanal, on va dire, mais avec une demande industrielle. Donc ça crée plein de problèmes. L'environnement n'a pas été créé pour ça. Et donc on a travaillé au niveau architectural sur la refonte de tout leur laboratoire et c'était génial. Donc faire de la simulation sur plan ou avec des Lego. Sur ok, toi tu es là, toi tu joues tel scénario, là je vais faire une préparation de maquillage, ah bah attends, moi je vais faire une préparation de poudre, ah bah non, là si on est là, on se gêne. On peut pas faire ça comme ça. Ok, bah le meuble là, pouf, on le déplace. Allez, hop, on recommence le scénario. Ah bah là, ça passe. Et faire de l'accompagnement comme ça pour faire le futur environnement de travail et pour que tout se déroule en santé et en productivité, c'est juste génial. J'adore. C'est très feng shui comme approche. J'ai Denis qui pose plusieurs questions. Alors la première, c'est quelles sont les différences entre ergonome et UX designer? Et la seconde, où j'en déduis que Denis a un niveau de connaissance plus élevé que moi sur le sujet, c'est est-ce que tu travailles principalement sur des HIM, je ne sais pas ce que c'est, ou d'autres types de contextes? IHM, c'est interface homme-machine. On va faire un peu d'IHM, mais vraiment, moi, c'est pas du tout mon cœur d'intervention. Parce que par mon parcours où je suis énormément pollué par des kinés et par le STAPS, j'ai une approche déjà à partir du corps. Donc, je laisse les IHM aux cognitivistes et à ceux qui sont allés à Bordeaux ou à Caen, par exemple, qui ont cette approche-là. Sur Orléans, d'ailleurs, moi je suis basé à Orléans, il y a 4 cabinets d'ergonomes. Il y en a un qui est spécialisé en IHM, et si j'ai une demande de cet ordre-là, moi je leur renvoie. Et spécialisé en IHM, ça veut dire quoi? Ça va être tout ce qui est en gros interaction avec une interface avec une machine, donc avec une D'accord. interface. Donc, Ok. ça peut s'entendre de plusieurs façons. Où est-ce qu'on, de façon très grossière, où est-ce qu'on place le bouton, de quelle couleur, de quelle taille. Enfin, en gros, c'est beaucoup de cognitif, etc. Ok. C'est très résumé et très grossier, mais en gros, c'est ça. Oui, ok, je vois la Et différence. en gros, l'UX designer, il va designer une expérience. Donc, si toute l'expérience de A à Z, ça commence par la recherche et l'ergonome, c'est ça. Ergonome en anglais, c'est UX researcher, en gros, et c'est toute la partie recherche utilisateur. On va s'intéresser à l'utilisateur final. Euh, L'utilisateur final, en gros, c'est celui qui va utiliser le produit. Donc, quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, quelles sont ses contraintes. Par exemple, en ce moment, je travaille avec la métropole d'Orléans pour réfléchir toutes les mobilités. La demande de la mairie, c'est on veut des accompagnateurs qui vont aider les nouveaux usagers à se servir des transports en commun. Mais la demande de l'utilisateur, c'est pas ça. Hein. C'est qu'il y ait des pistes cyclables, c'est qu'il y ait des machins, c'est qu'il y ait ceci, tout. Entre la demande de base de la mairie et les attentes utilisateurs, déjà, il y a une dissonance. Donc moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que le futur produit il soit totalement conforme aux attentes des utilisateurs. Ça, t'entends ça dans toutes les boîtes. Bah, ils ont du matos, les gars, on comprend pas pourquoi ils l'utilisent pas. Hmm. Bah, si ça part du terrain, ce sera utilisé. Ouais. Si ça part du bureau pour aller sur le terrain, ça ne sera pas utilisé. Parce que ce ne sera pas conforme avec les besoins, les attentes et les contraintes. Hyper intéressant. Euh, sur les live métiers en coulisses, l'idée, c'est aussi de révéler les coulisses et de parler concrètement de métiers. Euh, et chez Chance, en fait, on invite les personnes qui font le parcours à un moment partir en exploration pour justement faire ce qu'on fait en ce moment. C'est rencontrer des gens qui concrètement font le travail et vont pouvoir nous donner une vraie vision et enlever un peu les fantasmes positifs ou négatifs que tu peux avoir sur des métiers. Ouais. Parce qu'on a tous un peu, on s'imagine des choses tant qu'on n'a pas échangé avec quelqu'un. Est-ce que toi, tu pourrais nous dire, évidemment c'est subjectif, mais qu'est-ce que tu adores dans ton métier et qu'est-ce qui au contraire te pèse plus ou tu trouves plus difficile? Ouais. Ce que j'adore de base, c'est aller partout et rencontrer plein de gens. Ça, il n'y a pas photo. C'est pour ça que je fais le ergonome en cabinet, enfin en consulting, parce que je peux aller dans un tas de boîtes, voir un tas d'environnements différents. Et tu vois, si tu vas sur des pales d'éoliennes chez Amazon, dans un café associatif, ou je sais pas moi, chez RTE, juste pour voir comment est gérée l'électricité et comment les mecs ils font pour réparer une ligne qui est cassée. Bah, Ouais. tu vois plein de coulisses, justement. Moi, c'est ça Ouais. que j'aime bien, c'est d'aller dans les coulisses des métiers. Parce que Trop bien. je vois tous les envers du. Enfin, c'est tout bête, mais comment sont fabriqués des câbles électriques que tu retrouves absolument partout.
Bah, si tu vas chez Nexens, l'entreprise française du côté de Lyon dans le Nord, il y en a pas mal, qui font plein de câbles, et bah, tu vois comment c'est fait de A à Z. Genre, on fait fondre le métal jusqu'à en faire un fil, et hop, on fait la pâte qui va aller autour, jusqu'à ça va sur un touret, c'est envoyé sur un camion. Et là, tu te dis, bah, zut, derrière, tu vas en magasin et tu vois telle marque, et tu dis, bah, c'est génial, je sais comment c'est fait derrière. Mm. Ça, ça c'est ce que j'adore. Euh, la partie très frustrante, pour la partie consultant en tout cas, c'est d'arriver en cours de projet et de repartir avant la fin du projet la plupart du temps. Mm. Si on m'appelle parce qu'il y a un problème, et je me dis, ah, on m'appelle pour ce problème-là, bah oui, mais il faudrait agir de là à là. Mm. Ah non, on veut juste faire ça pour l'instant. Bon, bah, ça, c'est la partie très frustrante, c'est que bah, quand on n'est pas chez soi, le client reste roi. Ouais, Et donc, on fait le job qu'on nous a demandé, il n'y a pas de souci, mais on aimerait bien pouvoir faire beaucoup plus, et quand on n'est pas en interne, c'est pas possible. ouais. Et C'est vrai que je pense que ça. mm, Oui, vas-y, pardon. j'en discutais avec un confrère qui était en interne. Lui, c'est l'inverse. Il aimerait bien pouvoir avoir le poids qu'a un intervenant externe. Donc, Non, mais c'est deux. c'est vrai et c'est des réalités que tu retrouves quel que soit le métier. C'est frustrant quand tu es à l'extérieur parce que tu es le prestataire sur une petite partie. Et à l'inverse, parfois, c'est frustrant en interne quand les consultants extérieurs, parce qu'ils ont la casquette expert, sont plus écoutés que toi en interne. C'est des choses que tu retrouves souvent, je trouve, dans le est-ce que je suis extérieur ou intérieur à l'entreprise. Oui, tout à fait. Il y a une Alors, question, vas-y. ce que je vais amener d'abord, c'est une démarche participative. Je dis, si j'interviens quelque part, il faut que celui qui est sur le terrain, qui va utiliser la solution tous les jours, il soit autant là que celui du bureau qui n'a pas les mêmes contraintes, que le manager qui n'a pas les mêmes contraintes, que l'opérateur qui n'a pas les mêmes contraintes. Enfin, il faut que tout le monde soit autour de la table. De toute façon, c'est en faisant des démarches participatives et comme ça, avec tout le monde, que ça marche. Ouais. Euh, mais bon. C'est quoi la question? Une question d'Amaury qui est arrivée. Quelle est la part d'intuition versus la part d'analyse de données pour proposer des aménagements ou des solutions? Il n'y a pas énormément d'intuition, du moins il faut essayer de ne pas en avoir. Ça reste un boulot scientifique, et pas, j'ai dit ça l'autre jour, ça a fait rigoler, et pas touristique. Parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ton boulot, c'est d'aller sur le terrain et de regarder en fait. Non, non, c'est de recueillir de la donnée. Donc quand je vais sur le terrain, c'est pour recueillir de la donnée. Après, quand je reviens chez moi, c'est pour analyser la donnée. Donc quand je vais sur le terrain, c'est pour dire, ok, enfin c'est pour recueillir, je pars de ma page blanche et je pars, ok, bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai fait des grilles d'observation, je fais des entretiens, je fais plusieurs types d'observations, hein, que ce soit observation armée, vidéo, observation enfin, flottante, directe. Il y a plein de types d'observations différents. Ça, c'est plein d'outils issus de la sociologie. On fait l'observation qui va bien en fonction du contexte. On recueille un maximum de données. Ça peut être de la photo, de la vidéo, de l'entretien, des ralentis. J'utilise pas mal de capteurs, des capteurs cardiofréquence métrique si on veut regarder une grosse dépense énergétique, capteurs électromyographiques si on veut regarder juste l'activité musculaire sur un geste précis. Ça peut être plein de trucs différents. Et Ok. après, je rentre chez moi et j'essaye de remettre toutes les pièces une par une. Le but, c'est d'aller sur le terrain et de choper des pièces, et après de refaire toute la situation chez soi. Et pour comprendre les interactions entre ces pièces. Donc, il n'y Oui. a pas vraiment d'intuition. Le but, c'est vraiment de remettre en lien tous les trucs ensemble. Après, bien sûr, quand on allait sur 15 sites logistiques différents, on commence à connaître les problématiques du secteur, on commence à dire, bon, bah, ce problème-là, je l'ai déjà rencontré là-bas, ils l'ont déjà résolu de telle manière. C'est plus après de la redondance, enfin, de l'expérience que de l'intuition, mais l'énorme avantage, ça rejoint la question, c'est qu'on a en tant qu'ergonome, surtout externe, c'est qu'on arrive avec un œil neuf. On n'est pas pollué par quelque chose où on baigne dedans tous les jours. Mm. On voit tout de suite ce qui dépasse, puisque c'est là depuis. Ouais. C'est, nous, ça nous saute aux yeux. Mm. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Si, c'est très clair. Du bon, coup, non, c'est de la donnée et pas de l'intuition. Et quand je t'écoute, enfin, c'est le mot chercheur qui me vient à l'esprit. bah, Euh, totalement. Il faut avoir un profil scientifique ou de recherche. Ceux dans ma promo qui n'aimaient
pas ça et qui ont découvert en cours de route que bah oui, il y avait beaucoup de recherche terrain, recherche biblio derrière. Ils sont pas, ils sont pas restés dans le métier. Hmm. J'ai une question de Maria qui demande bonjour Romain, peux-tu nous dire jusqu'à quel point tu formalises les workflows, circuits peut-être? Faut-il aimer les détails pour exercer ce métier? Très rigolo comme question ça. Oui, il faut aimer les détails, puisque de toute façon, on va les chercher. On va chercher tous les petits détails. Ça peut être le petit détail gestuel qui fait que le gars il a mal à l'épicondylite parce que en fait, au moment la dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans un centre équestre. La madame, elle avait là parce que en fait, c'est quand il y avait des groupes de 15 personnes, bah, en fait, elle allait faire le petit mouvement en plus pour vérifier que les enfants, ils avaient bien serré les lanières des selles. Ce qu'elle faisait pas avec des adultes. Et quand elle a mal le mercredi en rentrant, c'est parce que en fait, le mercredi, c'est que des groupes d'enfants et qu'à chaque fois, elle vérifie toutes les lanières plusieurs fois. Et ce geste-là répété toute la journée et toute l'après-midi, et bah, pour la sécurité des enfants, c'est ce qui lui faisait son problème. Ou alors un gars qui avait mal au cervical parce qu'en fait, il travaille dans un secteur spécifique et il a mal au cervical parce qu'en fait, il voit pas bien, donc il se rapproche. Enfin, ça, c'est des tout petits détails aussi. On va pas chercher le détail spécifique sur le terrain, on peut pas le trouver. Et après, on formalise à fond pour que ce qu'on fasse remonter, ce soit bien compris. Parce que quand on intervient sur un milieu, on va le faire, c'est pour le faire évoluer. Si on fait évoluer un milieu, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a construit, ce milieu, qui vit dedans tous les jours, et donc il va le protéger. Quand on arrive chez quelqu'un et qu'on veut tout des. Je sais pas, si j'arrive dans ton salon, Marine, et que je dis ah non, non, le canapé, faut le mettre là, faut le mettre là, faut le mettre là, regarde, t'auras plus de reflets sur ta télé. Je dis non, 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 j'ai toujours fait comme ça, tu laisses mon bureau tranquille, mon canapé tranquille. Et donc, là, ça va peut-être être. Là, il faut détailler au maximum, justifier au maximum. Et c'est pour ça que je dis qu'on a une discipline scientifique, parce qu'on part des données et il faut qu'à la fin, de toute façon, ce qu'on conseille, puisque ça reste du conseil, hein, de la préconisation, il faut que la préconisation elle soit la plus neutre possible Ok. et la plus objectivée possible surtout. Ok. J'avais une question sur la rémunération. Ouais. Euh, Sans évidemment donner ton salaire personnel, mais quel est le type de fourchette qu'on peut espérer quand tu commences et est-ce qu'il y a des évolutions et quels sont un peu globalement à quoi peut prétendre un ergonome? Les fourchettes sont très très vastes. C'est un râteau en ergonomie. Si on travaille dans le public, dans certains milieux, enfin, quoique maintenant ça a été revu depuis le Ségur, ça va être aux alentours des 2000, on va dire. En cabinet, en débutant, ça va être en dessous. Pour un master, c'est pas énorme, énorme. Par contre, j'ai des copains qui sont partis chez des énormes boîtes comme Vinci, Bouygues, Orange, etc., où là, on peut atteindre les 3-4 000 assez facilement. Mais c'est des très 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 gros postes et il n'y en a pas des masses. Mm. Celui qui me vient à l'esprit comme ça, il est responsable de la filiale construction de Bouygues France. Oui, J'ai un ancien collègue qui est responsable Europe chez Danone. oui, donc à la limite, c'est Donc pas. là, oui, il a un super salaire, mais il a des responsabilités de dingue, il a des déplacements de dingue, et Mm. il fait plus vraiment de l'ergonomie, il fait du management là, en fait. Ouais. J'ai une question de Denis qui intéressera sûrement plein de personnes qui veulent éventuellement se réorienter vers ce métier. Quels diplômes sont nécessaires? Est-ce que les réorientations sont envisageables ou c'est un métier qui est très fermé si tu n'as pas le cursus depuis le début? Oh non, c'est assez facile d'y accéder, entre guillemets. Moi, la voie royale, c'est celle par laquelle je suis passé, c'est un master. Master ergonomie, donc il y en a dans pas mal de villes. Il y a pas mal de masters aussi, même de DU juste en 2 ans avec le CNAM, des trucs comme ça, qui permettent d'avoir des diplômes universitaires assez facilement et qui sont du coup très professionnalisants directement. La voie royale est la plus recherchée, c'est le master. Après, il y a pas mal de DU et donc en 1 ou 2 ans, on peut devenir assez facilement ergonome. Plus 2 si on veut le diplôme totalement. Après, on peut faire des petits bouts 1 an par 1 an
et valider juste des blocs, je crois. Ok, très clair. N'hésitez pas, si vous voulez, il nous reste 5 minutes, si vous avez d'autres questions, à les poser dans le chat. Et en termes de différence entre salarié et freelance, toi, comment tu vis la différence? Euh, Sachant que je suis passé d'un cabinet à un cabinet tout seul. Donc l'activité est à peu près la même. Puis là, ça va plus être le statut du salarié à l'entrepreneuriat qui est Oui. beaucoup plus challengeant, beaucoup plus de doutes aussi, surtout au début. Où il y a un an tout pile, quand j'ai créé le statut, il y a jour pour jour, je me suis dit, bon, bah, est-ce que c'est une bonne idée ce que je suis en train de faire? Là, j'ai pas à me plaindre. Je connais des copains qui ont fait exactement pareil au même moment dans une autre ville pour qui ça se passe pas aussi bien. Donc, moi, j'ai pas du tout à me plaindre. Par contre, c'est super challengeant parce qu'il faut apprendre à faire plein de trucs. Et on n'est pas juste sur bah, je vais faire mon observation de terrain, je reviens, je fais mon compte rendu. Oui. Ou mon accompagnement, ou, enfin, quoi que ça peut être. Là, il faut apprendre comment ça marche la compta, comment ça marche la gestion, comment ça marche les impôts, la TVA, le machin, ceci. Ouais. Donc là, il faut avoir. Je commence à avoir des bases en comptabilité, hein, c'est bien. C'est le coût de la liberté. Tout à Euh, fait, Il y a Marie-Véronique qui demande, est-ce que tu es auto-entrepreneur? oui, tout à fait. Ok. Et il y a Charlotte qui dit, je me permets une précision sur les masters en ergonomie, ils sont nombreux et les champs d'application sont vastes. Tout à fait raison. Orléans, on était spécialisé en gros sur le corps, une approche très TMS avec ergonomie de la motricité. On va à Bordeaux, c'est accès cognitif. Si on va à Orsay, ils ont un peu comme nous, très axé sur les TMS, mais on peut aller, il y a plein de trucs différents. Si on va à Caen, ce sera très axé UX design. Je vois qu'il y a une question de données là-dessus sur le design du service. Ouais. Ça c'est passionnant. Denis, si ça t'intéresse, tu peux regarder la boîte Ergocentre à Orléans. Ils sont spécialisés sur le design de service avec Necoe aussi d'ailleurs. Necoe, Actant, Ergocentre, c'est 3 acteurs qui sont sur Orléans et qui font que du design de service. Et donc ça, le métier d'ergonome est tellement vaste qu'en fonction de d'où on peut partir, j'ai des gens avec moi dans le master qui savent pas ce que c'est les TMS. Enfin, ils ont fait la même formation que moi, ils en ont traité un tout petit peu, sauf qu'ils sont partis directement sur autre chose. Euh, et ils font que du design de service maintenant. Donc le design de service, ça va être sans souci de le design de service, ça va être sur tout ce qui est en gros développer un service pour quelqu'un. Imaginons demain, je dis n'importe quoi. Hein. Chance dit on veut une application, enfin, on veut développer un service où n'importe qui peut, en gros, se réorienter et trouver sa voie et machin, et ceci. Et bah, ok, quels sont les points de contact, où est-ce qu'on va mettre le truc, quelles sont les attentes utilisateurs. On peut faire plein, plein, plein de trucs. Mais on part et on fait des boucles itératives avec les attentes des utilisateurs, les prototypages, les buts, des petites maquettes, et c'est parti. Trop chouette. Je me suis permise, Romain, d'envoyer ton LinkedIn dans le chat. Oui, bien sûr, pas de souci. Donc pour celles et ceux qui veulent prolonger la discussion avec Romain, n'hésitez pas. Il accepte gentiment. Il y avait une dernière question de Fanny. Tu as parlé Oui. du salaire dans une boîte en interne, mais salarié en cabinet consultant ou consultant à son compte? Cabinet consultant, si on est salarié, c'est pas folichon, folichon, on va dire. Ça va être aux alentours de. Les plus bas que je connais en cabinet, ils sont à 1007, les plus hauts, ils sont à 2005. Ok. Euh, à son compte, quand ça marche, bah, c'est comme quand tous les. C'est comme tous les. Comment dire? Tous les métiers où à son compte où ça marche, ça peut aller très haut. Et et une dernière question que j'ai pour toi. Qu'est-ce qui a fait le désir de passer à ton compte? Je m'ennuie un peu, ça faisait 5 ans qu'on faisait la même chose. Enfin, il y avait encore énormément de trucs à apprendre, etc. Hein. Celui à qui j'étais avant, Olivier, mon ancien boss, était passionnant. Hein. C'est la personne la plus. Quand on parle de personnes qui ont vraiment fait un déclic dans ma carrière, lui, je le remercierai jamais assez. Parce
parce qu'il est kiné, ergonome, psychologue, comptable. Donc c'est une mine de savoir et un puits de savoir sans fond. Par contre, mes activités, mon rôle devenait un peu répétitif et j'avais vraiment envie de me challenger un peu. Après, il y a eu une passe un peu mauvaise de 3 semaines où en fait je suis allé bosser avec des copains, ça s'est super mal passé et c'est plus des copains. Ah, Et c'est là où je me suis retrouvé sans rien il y a un an et je me suis dit, ah, allez, c'est parti, c'est un signe, il faut que j'essaye. Donc c'est un mal pour un bien. très clair. Bah écoute, merci mille fois, Romain. Pour info, toutes les personnes qui témoignent dans ces lives le font gratuitement et prennent de leur temps, de 30 minutes pour aider les autres. Donc, mille merci, Romain. En plus, Romain est à 2 doigts de partir en vacances, donc il est en pleine ligne droite rush et il a pris 30 minutes quand même pour nous. Dans 5 minutes, c'est les vacances. Hein. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps pour nous. Je vous ai remis dans le chat le lien vers la page d'entraide de chance, parce que donc Romain a aidé en présentant son métier, mais vous aussi, si vous voulez, vous pouvez aider en présentant le vôtre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire partie de la communauté chance pour faire ce genre d'action d'aide. Mille merci. Je pense que tu auras des messages sur LinkedIn bientôt. Donc, vous inquiétez pas si Romain ne répond pas tout de suite, parce qu'il part en vacances. Ouais. Mais bah, écoute, je vois qu'il y a eu plein de questions et beaucoup de merci. Donc, super. Bon, top. Merci Merci. beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.